Et le voilà avec nous après cette remontée du Chaunal sous la pluie. Un vrai temps breton. Bienvenue à toi, Thomas. Soyons honnêtes, on avait peut-être imaginé te voir déçu. Et en fait, quand on t'entend tout à l'heure sur le ponton, eh bien, c'est un homme heureux finalement qui arrive. Bien sûr, j'avais vraiment hâte d'être parmi vous, d'arriver, de finir ce tour du monde. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté, très fier de mon équipe. Je suis fier de moi aussi parce que il y a eu mais comme pour beaucoup de bateaux, beaucoup de concurrents, plein de péripéties et finalement j'ai réussi à garder et à mettre l'énergie du début à la fin. Et donc je suis très très fier de ça. C'est sûr que on s'est préparé depuis 3-4 ans pour la gagne, pour aller chercher jouer les premiers rôles sur cette course. Ça a été le cas, un peu. Mais il y a quelques gaziers là qui ont été bien meilleurs et qui ont fait une course formidable, incroyable. Mais j'ai pas envie d'être déçu. J'ai pas envie d'avoir d'amertume. Parce que je sais qu'avec l'équipe, on a tout donné pour faire un magnifique bateau qui m'a donné beaucoup de plaisir sur l'eau, qui m'a fait de temps en temps quelques crasses aussi. Mais au final, je suis fier de cette course et il y a eu beaucoup d'émotions. Ça a été dur. Il y a eu des moments de grâce. Il y a plein de choses qui se sont passées pendant ce Tour du Monde. C'est ce que je retiendrai. Voilà, c'est pas la place qu'on espérait. On m'avait dit je finirais 7e au départ, j'aurais pas signé, j'aurais été con. Au final, je regrette rien et je suis content d'être là aujourd'hui parmi vous après un joli Tour du Monde. Et nous, on est contents de te recevoir, évidemment, de t'accueillir, Thomas. À quel moment tu arrives finalement à switcher justement ce mental, de passer de la déception au fait d'être malgré tout heureux? Ce qui est bien, c'est que c'est une course qui est longue. Et donc on a le temps de faire le deuil de certains trucs et puis de se remobiliser et de passer à autre chose. C'est pas tout le temps facile. Il y a eu plusieurs épisodes, il y a eu des choix délicats au début de l'Indien. Avec cette fameuse dépression qui emmène Charlie en début de Pacifique avec beaucoup d'avance. Mais bon, c'est un choix, même après coup, que je regrette pas parce que pour moi, à ce moment-là, c'était le choix qu'il fallait faire pour me préserver le bateau en me disant qu'il y aurait plein d'opportunités de recoller. Ça n'a pas été vraiment le cas. Après... les 3 marins de devant, les 6 marins devant ont navigué de manière exceptionnelle. Et je pense que c'est aussi ce qui différencie le Vendée Globe que j'ai vécu en 2020 et celui-là. Ouais. C'est que le niveau de jeu, l'intensité, le niveau des bateaux, le niveau des équipes, des marins a pris un énorme cran. Ça n'a pas du tout levé le pied. Pas du tout. Ça a été pied au plancher du début à la fin. Donc bravo surtout au podium à Charlie, Johan et Seb qui ont fait une course magistrale. Voilà, j'aurais bien aimé jouer un peu plus avec eux, mais c'est comme ça, j'ai fait ma course. Après les cartes météo qu'on m'a données, elles n'ont pas toujours été faciles. J'ai essayé de composer avec ça. Comme je disais, c'est une course qui est longue et on a le temps de switcher ou en tout cas bien sûr il y a des moments où on est déçu mais de rebasculer, de se remobiliser et c'est important de le faire parce que je sais tout le travail qu'il y a eu derrière par toute l'équipe pour préparer ce bateau qui a été impeccable du début à la fin. Des petits soucis de voile, bien sûr, mais sinon le bateau revient, et je pourrais repartir avec. Des partenaires qui m'ont fait aussi confiance. Advance, un beau projet aussi, vulnérable autour de tout ça. Et donc c'est aussi ça, moi, qui m'a permis de garder, d'essayer de garder la bonne énergie jusqu'au bout. Et c'est vrai que la métaphore, en tout cas ce qu'a dit Nico sur le podium tout à l'heure, j'ai bien aimé
d'essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, bah, c'est toute la difficulté d'une course comme celle-là. Voilà. Et justement, tu parlais de ton bateau, il revient dans quel état? Il y a ce que tu nous as partagé, évidemment, parmi les avaries, mais est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu nous avais pas dit et qu'il serait temps de partager? Non, bah, je ne suis pas du genre à planquer ou à cacher les problèmes du bord. J'en ai parlé pendant la course. Non, mais les deux moments un peu effrayants que j'ai eus, c'est ouais, le J2, donc la voile principale, sur l'été principal, qui se déchire au pire moment de la course. C'est vrai que c'est une voile qui est importante sur toute la remontée de l'Atlantique, parce qu'on a beaucoup de prêts, et particulièrement cette année. Et c'est vraiment la voile qu'il faut. D'ailleurs, on fait d'autres voiles pour le Grand Sud qui nous permettent justement de préserver cette voile. Et c'est vrai que je me fais surprendre dans quelque chose que je n'ai pas vu du tout arriver. Le vent qui est monté très fort tout de suite et qui a duré longtemps, avec 50, 60 nœuds. Et voilà, la voile qui explose. Et donc là, c'était vraiment le gros coup dur. À partir de là, j'ai dû revoir aussi ma stratégie. J'ai perdu beaucoup de temps. Le groupe de derrière a recollé et passé devant. Et donc, faut réussir à l'encaisser et garder le moral pour finir la course. Donc ça, voilà, ça a été la plus grosse avarie. Après, j'ai eu des petites frayeurs comme un petit blackout total dans le Grand Sud. Et ça, c'est complètement ma faute pour le coup. Vous savez, on a des jauges avec le pourcentage batterie à bord. Et c'est vrai que cette jauge, elle s'est un petit peu décalée dans le temps. Et en fait, j'ai pas chargé mes batteries au bon moment. Et en fait, le bateau s'est coupé. Donc, il faut vous imaginer, à ce moment-là, j'avais 25-30 nœuds de vent au portant, avec le bateau qui s'éteint. Pas mal de lumière, on a des écrans partout, on navigue beaucoup avec les chiffres, avec nos écrans. Et puis d'un coup, plus rien. Le bateau qui lâche la barre. Donc là, tu comprends vite que ça va être compliqué. Et donc j'ai dû barrer, je crois, 2 heures avec les hydrogénératrices dans l'eau pour remettre des ampères dans les batteries et pouvoir rallumer tout ça. Et donc ça, c'était un épisode compliqué parce que tu barres aux sensations. À l'assiette, tu vois rien parce que forcément ça arrive, il fait nuit. Donc voilà, cet épisode-là, le J2 qui se déchire, ça a été des moments, les moments techniques les plus compliqués. Voilà. Après, il y a les épisodes météo qui font que ça recollait toujours un petit peu par derrière, et puis les opportunités pour aller chercher les bateaux de devant ne sont jamais présentées. Voilà, c'est le jeu de la régate et de la course au large. C'est effectivement ça aussi, le Vendée Globe. Thomas, on est en conférence de presse, par conséquent, il y a des questions dans la salle et aussi derrière les écrans. Salut Thomas, François Dastier de l'AFP. Tu as montré ces 3-4 dernières années que tu étais un grand marin qui savait gagner, notamment sur les transats où tu as fait des résultats assez hallucinants. Est-ce que ces dernières semaines, tu as identifié un point précis sur l'exercice du Vendée Globe qui faisait que pour l'instant ça t'échappait un petit peu ou ça te mettait un petit peu plus en difficulté? Je vais rester sur les transats finalement. Non, mais peut-être que le Vendée Globe, c'est pas pour moi. Non, je pense que c'est vraiment une course à part, très différente d'une transatlantique qui est plutôt en mode sprint, sur lequel c'est pas évident de répondre. C'est juste un événement qui est pas comme les autres, qui est complètement décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, même si on s'entraîne sur les transats, même si c'est les transats qui nous qualifient et que ça fait partie du circuit. Un Vendée Globe, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et voilà, c'est une course qui est hors norme. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis pas déçu et que finalement c'est juste de finir déjà une course comme ça, c'est déjà une belle victoire, même si quand on part et quand on se prépare, en tout cas nous là dans l'équipe, on s'était préparé pour un autre résultat que celui-là. Et on n'a pas le droit d'être déçu en fait. On a déjà la chance de pouvoir partir sur ces courses-là, de naviguer sur des mers magiques, de vivre des moments d'exception.
Donc voilà. Merci. Thomas, Johan Richaud a dit à son arrivée, s'est un peu posé la question de ce qui s'était passé. Il avait l'impression que tu avais peut-être décroché, que tu n'étais pas forcément rentré dans ta course. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Bon, il est sympa, lui. Non, j'ai pas eu de mal. C'est moi qui passe l'équateur en premier, il me semble, en plus. Donc, non, je pense qu'il y a évidemment un moment clé météo où on navigue avec Charlie, Johan, moi, Seb, avec un peu d'avance et aux avant-postes en entrant dans l'Indien. Je ne sais plus sur quelle situation météo. Moi, je suis un tout petit peu en arrière de ce groupe-là, je crois une trentaine de milles. Et c'est là que les choix se font sur la route sud ou bifurquer vers le nord et perdre 300-400 milles. Mais pour pas éviter de se retrouver dans une situation compliquée et en mauvaise posture. Je pense que ces 30-40 000, en fait, ils sont extrêmement importants pour la suite et pour le choix. Et c'est là où Charlie et Seb le jouent super bien. Johan a fait le même choix que moi en partant vers le nord, mais a toujours ce petit 30-40 000 qui finalement se transforme en beaucoup plus. Voilà, après je pense que ça joue aussi sur des choix de voile peut-être ou des choses comme ça, mais voilà, non, j'étais dans ma course et j'ai pas arrêté de mettre l'énergie, en tout cas j'ai essayé de la mettre. Voilà, mais j'en discuterai avec Johan sinon. Allez, on poursuit avec les questions. Et puis ils ont été meilleurs tout simplement. Enfin, c'est sûr qu'à ce moment-là, dans cette partie du jeu, et voilà, ils sont allés vite. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un sud où ça n'a pas levé le pied, quoi. Et donc, il faut aussi savoir tenir ce rythme-là. Et c'est vrai qu'on sortait aussi d'une semaine folle en Atlantique Sud où c'est allé très très vite. Et effectivement, peut-être qu'à un moment donné, moi j'avais peut-être plus besoin de rentrer dans ce Vendée Globe du Sud à ce moment-là et que devant ça a continué d'appuyer très fort. Voilà, ils ont été meilleurs tout simplement, quoi. Thomas, moi j'ai deux questions pour toi. Il y a quelques jours, tu nous disais que tu te connaissais suffisamment bien pour justement toujours être à la bonne limite, pas te mettre dans le rouge. C'est ton troisième Tour du Monde. Troisième Vendée Globe en tout cas. Est-ce que tu as appris des choses sur toi, à défaut de savoir repousser où étaient tes limites, puisque tu le savais déjà? Bien sûr, je pense que je suis pas le même marin qu'en 2020. On a une connaissance des bateaux qui est plus fine, plus précise. Et on assume plus les vitesses. Ce qu'on a fait là en 2024, j'aurais jamais été capable de le faire il y a 4 ans. Et donc voilà, je pense que c'est une flotte et un ensemble de marins qui a progressé ensemble là, sur les dernières courses, sur les dernières transats. Et donc voilà, après c'est sûr que je me suis jamais mis dans le rouge vraiment. Peut-être quand même c'est là, avant l'arrivée, les 3 derniers jours ont été vraiment vraiment durs. Pas beaucoup dormi. Donc là, je pense que j'étais vraiment pas loin de mes limites. Mais ouais, je pense que c'est toute une flotte là qui a progressé et qui a passé un énorme cran dans la façon de naviguer sur un tour du monde et dans le maniement de ces bateaux incroyables, quoi. Et alors justement, tu parles de bateau, tu l'as légèrement évoqué au tout début. Tu disais ce bateau, tu l'as fait pour vraiment ressentir du plaisir. Ça a été le cas, vraiment? Ouais, alors tout est relatif. Parce que c'est des bateaux qu'on veut toujours plus rapides. Et en même temps, c'est du coup aussi plus ça va vite, plus c'est inconfortable. Et en même temps, je pense qu'on avait vraiment fait le bon bateau pour naviguer autour du monde. Et ouais, grâce à toute une équipe, grâce à Antoine Coche, je sais pas s'il est dans le coin, qui a conçu ce bateau avec nous. Voilà, je pense que j'avais vraiment une machine incroyable pour ce tour du monde et je confirme. Voilà, après il y a des faits de course, il se passe plein de choses, donc mais non, j'ai un bateau d'exception qui m'a donné beaucoup de plaisir.
Là, je repense à cette semaine en Atlantique Sud, dans la descente, avec des moyennes incroyables. À toute la partie Pacifique, où finalement, moi, c'était un peu nouveau départ avec le groupe de Jérémy, Nico, Paul, Justine et tout ça. Et finalement, j'arrive à faire marcher le bateau comme jamais. Et là, je sais que j'ai vraiment un bateau de sud. Et là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur toute cette partie-là, à la fois en trajectoire et en utilisation du bateau. Et ça jusqu'au Cap Horn. Voilà, donc ouais, je pense que c'est une très très belle machine. Ouais. Thomas, tu le disais, c'est une course qui est longue, on a le temps de réfléchir. Est-ce que tu as pris le temps aussi du coup de réfléchir à l'idée de revenir dans 4 ans et remettre l'église au centre du village? Je pense que c'est pas une question auquel il faut répondre tout de suite, surtout pas. Bon, la question se posera bien sûr, mais j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Si tu me posais la question au départ, j'aurais dit non, je reviendrai pas, ça sera le dernier. Et en même temps, j'aime tellement être en mer et naviguer sur ces machines et régater avec voilà, une flotte incroyable de 40 bateaux. Bah, c'est tout simplement ce que j'aime. Donc pourquoi il faut s'arrêter? Pourquoi il faut continuer? Je sais pas. Est-ce que les 3 premiers reviennent déjà dans 4 ans? Ça, j'aimerais bien savoir aussi pour répondre à la question. Voilà, il faut que je pose la question à mes enfants, à mes proches, mon entourage, à l'équipe. Alexandre aussi, qui me suit depuis de nombreuses années avec Advance. Voilà, c'est des réflexions que je peux pas avoir tout seul, je pense. J'ai une partie, voilà, c'est moi qui dois apporter une partie de la réponse, mais je peux pas le faire tout seul. Il faut vraiment avoir une envie viscérale d'y aller, sinon c'est pas la peine. Et ça, aujourd'hui, je sais pas encore. Et j'ai pas du tout envie de me poser la question trop vite et ni d'y répondre là maintenant, quoi. Thomas, bonjour. Jean-Marc De Vries pour 5962. Justement, pour répondre un peu sur cette question, tu as lancé comme un projet en équipage avec un bateau en construction et avec ce Ocean OS au bout. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité? Puis j'aurais d'autres questions liées à ça. Bien sûr, plus que jamais. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais exclusivement. Il y a des courses en double. Bien sûr, il y a eu quelques courses en équipage, mais voilà, j'ai fait énormément de solitaire. Et je savais déjà avant de partir sur ce Vendée Globe-là que j'avais aussi besoin d'aller chercher quelque chose de différent, de nouveau, peut-être plus de partage. Et c'est vrai que voilà, les expériences avec Morgan notamment, qu'on a eu sur l'Ocean Race Europe il y a 2-3 ans, sur les Jaguars, elles m'ont donné énormément de plaisir, et de naviguer avec d'autres marins, je pense que c'est important aussi. Et donc cette petite pause, ou en tout cas de se recentrer sur de la course plus équipage, moi elle va me faire beaucoup de bien aussi, et j'ai hâte, parce que ça va être quelque chose qu'on ne connaît pas, avec toute l'équipe, que je connais pas bien, parce que je suis un spécialiste du solo. Et donc, ouais, j'ai hâte en fait déjà de pouvoir tourner autour du monde avec Escale, de s'arrêter aussi et de partager avec un groupe. Je pense que c'est un super défi. Et voilà, c'est ce qui nous attend là sur les 2 prochaines années. Alors justement, il y a une nouvelle course IBOCA qui va voir le jour dans ta région, justement. C'est qui part de Boulogne. Qui part de Boulogne, c'est la course des Caps, qui fera le tour des îles britanniques. Est-ce que tu penses y participer? Oui, bien sûr. Bon, ça va être le début du cycle, justement, équipage qu'on s'est fixé. Et ça va être un peu la régate d'ouverture pour tout ce cycle équipage. Et je suis content parce que ça part de chez moi. Enfin, pas tout à fait. Je suis 5-9 moins, pas 6-2, attention, mais ça part quand même de la région des Hauts-de-France. Et donc ça va être super. Tour des îles britanniques, ça a été une course mythique à l'époque qui revient. Ça va être une course dure et qu'on va faire en équipe. Donc voilà. Allez, une dernière question dans la salle. Avant la course, tu n'étais pas seulement marin, tu étais aussi à l'origine d'un projet assez inédit, une écurie de course au large avec 2 bateaux inscrits sur le Vendée Globe. Vous nous avez tous les 2 plutôt vendu pas mal de rêves. Il y a notamment une période où vous étiez tous les 2 en tête.
Sam devra arriver dans quelques heures. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu, faire un premier bilan de cette expérience à 2 bateaux sur le même Vendée Globe? On s'imagine que vous êtes parlé, que vous avez régaté, que vous êtes bagarré. Enfin, voilà. Bah, ça a été un partage assez unique, une première, je pense, dans la façon de faire de la course au large, très riche dans la mutualisation à la fois des coûts, de l'énergie, de la matière grise. C'était un vrai partage de marins avec Sam. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me préparer pour ce tour du monde, mais aussi pour les 2 ans qu'on vient de faire avec Sam, qui a été en tête du championnat IMOCA, on a trusté tous les podiums sur l'ensemble des courses, et je pense que c'est grâce aussi à cette association qu'on a réussi à mettre en place. C'est pas des associations faciles à faire, parce que faut avoir envie, il faut bien fixer les règles, et ça a été fait vraiment à livre ouvert avec Sam, et donc ça a été une expérience riche. Je suis un peu déçu pour Sam, parce qu'il se battait vraiment fort pour aller chercher cette 4e place, mais c'est comme ça. On a tous eu nos lots de galères et d'avaries. C'est pas arrivé au bon moment pour Sam, et voilà, mais il arrive. J'espère qu'il va réussir à passer je sais pas, d'ailleurs on a des news un peu là, il arrive à rentrer dans le chenal, ou non, ça va pas. Je crois que c'est un peu limite. C'est un peu limite, effectivement. A priori, il rentrera cette nuit, vers minuit, dans le chenal. Son arrivée, et ravi de l'accueillir. Bon, je suis quand même content d'arriver devant, faut pas se mentir. Quand même. On est potes, mais quand même. Et effectivement, Sam Goodchild qui rentrera dans le chenal vers minuit, puisqu'il va franchir la ligne ce soir. Allez, une dernière question peut-être. Ouais, salut Thomas, on a quelques questions à distance. On a des questions sur ta participation en 2028, mais on a déjà entendu ta réponse sur le sujet. On a simplement Raphaël sur le sujet qui nous dit que parfois, on dit souvent que le prochain Vendée Globe commence déjà à se préparer sur la remontée de l'Atlantique. Pour certains skippers, qu'en est-il pour toi? Est-ce que tu te préparais déjà sur la remontée de l'Atlantique? Est-ce que je pense à mon Vendée Globe 2028 sur la remontée de l'Atlantique? Non. Mais évidemment, pour un Vendée Globe, toutes les expériences sont utiles, servent et nous permettent de progresser, d'être meilleurs. Donc oui, et je pense que si jamais je suis présent en 2028, cette remontée de l'Atlantique, j'en tirerai les leçons, et elle sera utile pour être prêt. Et une toute dernière question de Ludovic Sorlo pour Course au large. À quel moment prends-tu conscience que tu ne vas pas gagner la course? Avant le Cap Horn? Ou après, ou plus tôt? Je pense que fin de l'Indien, quand je vois pas vraiment d'ouverture pour recoller avant le Cap Horn, c'est compliqué, même si on espère toujours voir une opportunité s'ouvrir et les premiers s'arrêter. Mais bon, les premiers, ils ont eu une espèce de billard du début à la fin, et qui s'est jamais arrêté, et l'opportunité n'est jamais venue. Mais je pense que fin de l'Indien, quand moi je m'arrête dans l'anticyclone, avec les premiers vraiment creusent l'écart très fort, je me dis que c'est compliqué. Ça va être un moment dur de ma course à ce moment-là. Parce qu'on y va pour la gagne, et qu'à ce moment-là, on n'est qu'à mi-tour du monde, et on sait que ça va être très dur. Et en même temps, j'ai pas perdu au champ. Je me suis retrouvé dans un groupe avec Jérémy, Nico, avec des marins excellents. Donc, je me suis marré vraiment à régater avec eux, et j'ai pris énormément de plaisir à faire une belle trace dans le Pacifique. Et puis d'arriver avec un peu d'avance au Cap Horn. C'était vraiment un moment chouette de la course. Ouais. Merci Thomas d'avoir été avec nous quand la vulnérabilité devient une force. Merci.